Alors, cette politique est-elle réellement prioritaire? Ben, on peut en douter, d'autant plus l'actualité le montre, lorsque dans la filiation du rapport Mathieu-Azéma sur les territoires, on nous annonce, grosso modo, relativement, on ne sait pas à quelle échéance, mais à titre expérimental dans 3 académies assez vite, et puis peut-être plus tard, la délabellisation des REP et le fait que en dehors des REP+, l'éducation prioritaire ne serait plus une politique nationale, mais se diluerait dans une politique de contrats locaux contrats locaux d'accompagnement entre les établissements et les rectorats, soumis à la seule gestion rectorale, donc sans politique nationale, sans critères nationaux. Et on sait bien, toute l'histoire de l'éducation prioritaire montre que quand il n'y a plus de priorité suivie au niveau national, il y en a encore moins au niveau académique et départemental, que quand il n'y a plus ou quand il n'y a pas de critères nationaux équivalents pour l'ensemble du pays de définition des établissements ou des zones qui seraient ciblées par cette politique, alors on voit surgir les arrangements locaux entre les notables, les élus locaux et les cabinets rectoraux qui ont fait que, par exemple, au début de l'éducation prioritaire, c'est le département de la Nièvre qui avait le plus fort taux d'élèves en éducation prioritaire. Ce qu'on sache, ce n'est pas le département dont les difficultés sociales et scolaires sont les plus importantes, mais à l'époque, c'était la terre d'élection de François Mitterrand. Donc on voit bien que les arbitrages politiques risquent de l'emporter sur l'analyse et la prise en compte réelle des territoires et des milieux sociaux qui appellent le plus une politique de démocratisation du système éducatif et de l'accès au savoir.